Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Salut tout le monde, édition spéciale des deux côtés de la médaille, en direct sur votre page Facebook en compagnie de Laurent Dubreuil. Salut Laurent. Salut Marc, je suis content d'être ici, toi? Ben oui, je suis content aussi, c'est sûr. Écoute, on a fait déjà 5 épisodes préenregistrés, diffusés ensuite sur les réseaux, mais on s'était dit pourquoi pas pendant les Jeux d'être vraiment collé à l'actualité. On peut pas être plus collé que ça après le jour 3 avec les résultats qu'on connaît maintenant, les Jeux qui ont commencé et on est dans la pause de la diffusion à Radio-Canada parce que c'est le téléjournal, on dit on va en profiter pour nous s'incruster dans le monde qui nous écoute et qui carbure aux Jeux olympiques pendant 2 semaines. Alors, j'imagine que c'est ton cas également. Ben absolument. Puis, juste, je tiens à dire, j'ai eu la chair de poule en voyant notre intro en direct pour la première fois. Je suis vraiment content d'être là avec toi, Marc. Et puis, oui, en début de jeu, c'est, je veux dire, déjà, la fièvre olympique s'est emparée de moi complètement. Là, on regarde ça pendant les entraînements. Ce qu'on a raté, on l'écoute le soir en soupant, puis après, en relaxant quand on couche les enfants. Là, c'est non-stop chez nous. Là. Effectivement, puis c'est la même chose pour moi. Moi, j'étais en vacances, j'étais en camping la semaine passée, c'était comme ça. Mais écoute, sur la route, il y avait toujours ma copine qui avait le téléphone ou la tablette en direct. On a regardé les cérémonies d'ouverture comme ça, le soccer. Qu'est-ce qu'on a regardé hier encore? Je pense que c'était ça, le soccer encore. Bref, ça a été magique de suivre ça à distance. Puis là, aujourd'hui, c'est la première fois que j'étais à la maison. J'ai fait comme toi. Je pense que j'avais 2 écrans. J'ai essayé de travailler, mais j'ai pas été capable. Ben non, je pense pas que c'est les semaines qu'il faut essayer d'être productif. Il faut en profiter. C'est une fois aux 4 ans, hein, les Olympiques d'été. Là, ça n'arrive pas si souvent. Là. Effectivement. Puis moi, c'est drôle parce qu'on s'est parlé cet après-midi, mais je tiens à le dire aux gens, là, on voit les athlètes, puis on est fiers d'eux, puis il y a beaucoup de raisons d'être fiers d'eux ou ça. Mais on le dit, les deux côtés de la médaille, c'est parce que des fois, on oublie qu'il y a une autre vie à part ces 2 semaines-là. Puis toi, tu en es l'exemple concret. Ce matin, tu faisais de l'entraînement. Oui, c'est ça, exact. Moi, j'ai regardé les Olympiques, mais je l'ai regardé un peu avant de partir à l'entraînement ce matin. J'avais une musculation. Pendant la musculation, on mettait ce qu'on pouvait. Juste après ma musculation, j'étais capable de voir la fin du match de judo de la Canadienne qui a gagné la médaille d'or contre la Coréenne. Puis là, après ça, il fallait que j'aiguise mes patins parce que je patinais en après-midi. Donc là, j'ai raté en direct Summer McIntosh, mais c'était pas une surprise, on l'attendait. Mais dès que j'ai fini mon entraînement, j'ai regardé, puis après ça, je suis allé voir la course. Puis là, ce soir, c'est ça, comme je disais, je vais reprendre tout ce que j'ai raté. Là, donc, ma vie n'arrête pas. Je ne peux pas prendre 2 semaines off complètement non plus, mais j'essaie de rien rater quand même. Là. Ouais, c'est ça, effectivement. Alors, on va essayer de partager nos coups de cœur et nos commentaires sur ce qu'on voit. Là. Déjà, nos grands réseaux font un travail exceptionnel à nous présenter tout ça, mais on va mettre notre grain de sel, comme on dit. Puis si on peut le faire, c'est grâce, entre autres, à un partenaire qu'on apprécie beaucoup, Chrono Aviation, qui est là depuis le début. Alors, on les présente, puis on vient immédiatement avec nos premiers sujets. Un mot sur notre partenaire principal, Chrono Aviation, spécialisé dans le nolisement d'avions, incarne la performance inégalée et le dépassement de soi pour ses clients. Rêver grand et viser haut, c'est ce qu'ont fait Vincent et Danny Gagnon en 2012 en démarrant leur entreprise avec un seul avion à Québec. Aujourd'hui, de Québec à Saint-Hubert, 300 employés opèrent une quinzaine d'appareils dont le tout dernier peut transporter plus de 180 passagers. Mais au-delà des chiffres, Chrono Aviation, c'est une histoire de passion, de dévouement et de persévérance. Comme quoi, la rigueur, en affaires comme dans le sport, c'est gagnant. D'ailleurs, plusieurs équipes sportives choisissent de voler sur ses ailes pour sa sécurité, son confort et sa flexibilité. Mais surtout parce que chez Chrono Aviation, sky is not the limit. Alors, Laurent, 5 médailles pour le Canada, un petit tableau rapide que je vais glisser ici à l'écran pour les gens qui nous écoutent bien sûr en direct. Et je tiens à dire que le balado sera également disponible sur les plateformes Spotify et autres au niveau audio. Alors, ce que vous ne voyez pas, c'est un tableau qui dit que le Canada est présentement au 9e rang, sans surprise, avec 2 médailles d'or, 1 d'argent
Je l'ai dit 2 victoires, une défaite, 2 nuls. C'est le plus fort que nous, rendu là. C'est ça. Et rapidement, un petit survol de nos médailles. Il y a eu, bien sûr, Summer McIntosh aux 400 mètres style libre en entrée de jeu. Il y a eu cette belle médaille surprise d'Eleanor Harvey en escrime au fleuret individuel. Une belle surprise. Il y a eu nos Canadiens, Rylan Ween et Nathan Zambor-Murray, qui ont remporté une médaille également en synchro, au 10 mètres synchro. Il y a eu cette médaille d'or de Krista Deguchi au judo, et ça, c'est aujourd'hui. Et également aujourd'hui, Summer McIntosh qui remporte une deuxième médaille, celle-là, par 1,5 miles. Tu l'as pas vu encore, la course, ou tu l'as vu? Ah non, je l'ai regardé. Je l'ai regardé une victoire par à peu près autant que le Français avait gagné la veille, là, genre 6 secondes. C'est assez incroyable. Vraiment. Moi, ce qui me fait capoter un peu en natation, c'est à quel point, je veux dire, Summer McIntosh est exceptionnel, mais des athlètes de 15, 16, 17 ans qui gagnent des médailles, il y en a à chaque Olympique. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, il y avait Penny Oleksiak pour le Canada. C'est juste nous, le Canada, là, on en a eu 2 dans le dernier 10 ans à peu près. Ouais. Et je comprends pas comment ça. C'est un sport tellement exigeant physiquement. Tu sais, c'est un sport cyclique. Là, tu produis ton effort puis tu te fais avancer toi-même, comme le patin, comme le vélo, comme la course à pied. Puis c'est les 3 sports que j'ai nommés. Il n'y en a pas d'athlètes de 15, 16, 17 ans qui sont bons. Ça arrive jamais, jamais, jamais. Je comprends pas la natation. Qu'est-ce qui les fait sortir si jeunes? Vraiment, il faudrait qu'on... Ça me sidère parce que c'est tellement exigeant comme sport. Bien, on poserait la question soit à Benoît Huot, soit à d'autres spécialistes, amis qu'on connaît qui pourraient répondre. D'ailleurs, on invite les gens à commenter. Hein. Ils ont l'accès grâce à Facebook, grâce à YouTube. Ils peuvent poser des questions, puis les questions pertinentes et à propos, bien sûr, on va les placer, on va les voir à l'écran, puis on pourrait y répondre. Alors, mais juste reprendre ce que tu viens de dire, Laurent, dans cette épreuve-là du 400 mètres 4 nages, il y a la plus âgée des nageuses est âgée de 22 ans. Et ce que Benoît Huot semblait dire justement à la fin, c'est que souvent, c'est un jeune âge qu'on fait ces 4 nages-là. Et ensuite, on se spécialise. Alors, par exemple, c'est pas assuré que Summer McIntosh, à 21 ans, dans 4 ans, fera cette épreuve-là. Peut-être qu'elle se concentrera sur le sprint, par exemple, ou d'autres épreuves où elle excelle. Alors, c'est une explication qui en vaut bien d'autres, mais c'est ce que j'ai entendu de la part de mon bon ami Benoît, qui fait un très bon travail. D'ailleurs, aujourd'hui, Laurent, on va se permettre de commenter le travail des analystes. Ben oui, on peut se prêter au jeu. C'est drôle parce que je parlais avec Sylvie Béliveau, qui est longtemps associée à Soccer Québec, première entraîneuse de l'équipe nationale. Et je lui parlais aujourd'hui, puis elle disait, tu sais, les analystes, les descripteurs, ils font partie du spectacle aussi. Absolument. Alors, quelque part, on peut bien s'amuser puis féliciter ceux qui le méritent bien. Et puis, on va aussi parler avec Marie Evenot, justement, de soccer. Puis on pourrait peut-être commencer avec ça, Laurent, de notre côté, si on veut, avant de parler des autres médailles. Le soccer, on le sait, le scandale du drone a fait jaser pas mal. Et puis, ça continue à faire jaser. Là, le Canada, il va en appel de la décision de la FIFA de retrancher 6 points au classement de la première ronde du Canada, ce qui les élimine pratiquement à moins de gagner leurs 3 matchs. Et, ils sont déjà 2 sur 3, mais ça se peut. Hein? Les joueurs répondent aux défis, en tout cas, mais oui, c'est sûr que c'est difficile d'être 6 points en retard quand c'est 3 points par victoire et tu as juste 3 matchs, mais j'ai bien hâte de voir le résultat de l'appel, mais dans tous les cas, c'est quand même gênant comme incident. Là. J'avais l'impression qu'on n'avait pas besoin de ça. Tu sais, les joueurs sont exceptionnels. Je trouve que c'est comme dire on n'est pas assez bon pour gagner normalement. Tu sais, je trouve pas que c'est un bon message culturel à envoyer dans une organisation. Je trouve ça dommage parce que ça m'étonnerait que ce soit les joueurs qui aient demandé ça. On s'entend, là, c'est comme d'essayer d'aller chercher le petit pourcent de plus quelque part, mais on en a-tu besoin? Tu sais, si on est bon, on est bon. Au final, il faut se faire confiance. Là. Effectivement, puis ça semble surprendre tout le monde. On entend plein de commentaires. On n'est pas là, on n'est pas dans les vestiaires, on n'est pas dans les préparations des équipes, justement. Mais il y a quelqu'un qui a vécu ça de très près en étant membre de l'équipe canadienne de nombreuses années, membre de l'équipe médaillée de bronze des Jeux de 2012 à Londres également, Marie-Ève Naud. Puis elle se prête au jeu et participe à la discussion. Salut Marie-Ève. Salut Marie-Ève. Salut, écoute, on est vraiment content que tu sois là à quelques heures d'avis, si on veut. J'imagine que tu suis évidemment avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe avec le tournoi olympique en soccer. 2 belles victoires du Canada, mais l'épisode du drone, moi, je veux juste t'entendre là-dessus, entre autres.
ça durcit les jambes, tout ça. Ben oui, tout à fait. Là, surtout quand ça l'a sorti en premier, l'utilisation des drones. Puis, au départ, je me demandais, mais pourquoi? Je veux dire, pourquoi la Nouvelle-Zélande de 1? Parce que on ne savait pas toutes les informations qui ont suivi par la suite. Je ne veux rien à la Nouvelle-Zélande, mais normalement, dans un tournoi comme ça, on sait très bien que la grosse équipe, c'est la France. Nouvelle-Zélande, classée 28e, on est capable de les prendre. On est capable normalement, on est rendu là, on est prête. Donc, c'est sûr que ça, c'est la première question qui est venue en tête. Puis là, les informations ont sorti un petit peu plus. Puis là, j'étais comme, OK, là, ça commence à faire du sens. Ça veut dire, dans le fond, que c'était pas juste systémique. Ça veut dire que ça fait, je veux dire, ça fait plusieurs. C'est pas la première fois qu'ils le font, clairement. S'ils sont rendus à le faire aux Olympiques, c'est parce que il y a une certaine arrogance, un certain système. Puis je pense que c'est là de plus en plus que c'est venu encore plus être un peu déstabilisant puis très choquant aussi en même temps. Moi, ce que je veux savoir, habituellement, les entraînements donc, sont secrets. Tu ne peux pas assister dans les gradins comme on le fait, par exemple, au hockey? Normalement, non. Surtout, il y a des sessions qui s'appellent les closed doors. Là. Donc, ça, c'est vraiment des matchs amicaux qui ne comptent pas au classement puis qui sont vraiment en préparation d'une grosse compétition. Exemple, le Canada a joué un match contre l'Australie en préparatif pour les Olympiques. Ça, c'était à la télévision, c'était ouvert à tous. Dans le fond, fait que tout le monde pouvait le voir. Ensuite, ils ont un match contre le Nigeria, closed door, et à ce moment-là, normalement, il n'y a pas personne qui a accès à ces informations-là, ou du moins qui peut aller filmer. Donc, c'est sûr-là, surtout, là, je pense qu'ils sont peut-être un problème, côté espionnage et utilisation de drones à ce moment-là. Moi, j'ai une petite question pour toi qui a déjà été dans le contexte exact que les joueurs sont en ce moment, je veux dire, sur l'équipe nationale, dans les grands tournois. Est-ce que c'est possible que ça se passe sans que les joueurs aient aucune connaissance des drones, de l'utilisation des drones, des images interdites? Penses-tu que ça se peut ou que les joueurs étaient au courant selon toi? Honnêtement, moi, je pense que les joueuses n'étaient aucunement au courant. Tu sais, veux pas, on a comme une confiance aveugle envers le personnel, nos entraîneurs. On leur fait confiance. Je veux dire, justement, il y a des postes d'analyse vidéo qui préparent tous les montages. Fait que nous, on se présente aux réunions d'avant-match, en préparation, à nos entraînements. Puis dans le fond, on regarde ce qui nous a été fourni. Fait que, puis on dirait qu'on pense jamais au fait de dire, est-ce que ces images-là ont été obtenues légalement? Honnêtement, on se dit, c'est ça qu'on a. Honnêtement, jamais j'aurais pensé que l'usage de drones dans des sessions qui étaient normalement pas ouvertes aurait été utilisé par ce staff-là d'entraîneurs. Je ne pensais jamais qu'il aurait pu aller jusque-là. Peut-être que le drone, oui, ça peut servir à nos entraînements. Donc oui, parce qu'on va avoir un vol d'oiseau, le côté stratégique, quand on fait des matchs intra-équipe. Mais de là à dire, OK, on va l'utiliser en espion avec d'autres équipes, là, je trouve que c'est aller un peu loin. Puis, à quel prix? Là, clairement, on a vu un peu là, où ça en est aujourd'hui. Là. Est-ce que le prix à payer, les 6 points retranchés, est juste? Est-ce que le prix est juste? Moi, honnêtement, je trouve ça quand même très sévère. J'aurais peut-être compris le -3 en lien avec le match de la Nouvelle-Zélande, puisqu'au début, là, eux qui ont filmé. Mais le -6, je ne sais pas s'il y a eu... moi, je n'ai pas vu là, l'explication derrière tout ça. S'il y en a eu une, je ne sais pas. Je trouve ça quand même très, très désolant parce que, veux pas, c'est les joueuses qui payent un peu pour les actions des entraîneurs, surtout. Là, surtout dans un contexte olympique que tu te prépares. Et après l'histoire de la Coupe du Monde, ça n'avait pas bien été. Beaucoup de distractions. Là, je pense que les filles s'étaient dit, OK, là, est-ce qu'on peut juste se focusser sur le soccer puis qu'on puisse défendre notre titre? Puis là, ça l'arrive. Fait que c'est encore pire. C'est malheureusement pas la première fois que les joueuses canadiennes paient le prix pour des erreurs de la Fédération de soccer Canada. Là. C'est pas la première. On va espérer que ce soit la dernière, là, mais ça va pas bien à Soccer Canada. On a vu des articles sortir dans les dernières années. Là. C'est tellement triste quand on y pense de l'extérieur, là, de mon côté. Là, Bev Priestman qui semble être un entraîneur chouchou qui connaît beaucoup de succès, puis tout ça. Puis, il y a comme une belle vibe. Bon, il n'y a pas eu de succès au dernier championnat du monde, mais là, on revient aux Olympiques. Puis,
Si on se dit, mais non, pas encore, c'est triste, c'est triste. Puis le pire dans tout ça, c'est que, le mieux dans tout ça, c'est que le Canada va super bien. 2 belles victoires, puis ça, on peut en parler, Marie-Ève, ça a été des beaux matchs de la part du Canada, là. Ah oui, vraiment, là, je suis tellement... Moi, je les supporte à 100%, ces joueuses-là. Il y en a plusieurs avec qui j'ai eu la chance de jouer. Fait que, je suis 100% derrière elles. Puis, je veux dire, le match contre la France hier, là, c'était émotionnel en même temps. Moi, c'est un peu ma crainte. C'est qu'ils ont tellement mis physiquement, émotionnellement, mentalement que ils ont 2 jours pour un peu se remettre de tout ça, puis après ça, affronter la Colombie, qui est une très bonne équipe aussi. Fait que, être capable de se remettre de tout ça. Puis, j'entendais aussi Vanessa Gilles en entrevue qui disait on n'a pas beaucoup mangé, pas beaucoup dormi, mais dans un set. C'est ça, oui. Oui, absolument. Autour, c'est pas juste sur le terrain, c'est tout le autour qui est important aussi. Là, fait que de là, ils ont laissé beaucoup d'énergie, mais j'espère, je pense que ça les a vraiment rapprochés. Déjà, je pense que ça a toujours été la force d'une équipe canadienne. On a toujours été très unis. Je pense que ça va les avoir encore soudés encore plus. Puis je pense qu'ils vont y aller avec l'énergie du désespoir aussi en même temps là, pour ce 3e match-là. On a vu la question de Guillaume Saint-Cyr-Lachance. Peuvent-ils revenir sur la décision? J'imagine qu'on parle ici de la FIFA qui a imposé les 6 points de pénalité. Le Canada a annoncé aujourd'hui qu'il contestait la décision. Moi, je trouve que c'est arrivé tard, mais bon, j'imagine qu'il y a peut-être des règles à suivre ou des procédures ou encore c'est stratégique de ne pas le demander tout de suite. Je ne sais pas, mais est-ce que tu crois que cet appel-là pourrait avoir gain de cause pour le Canada? Très honnêtement, je ne sais pas, j'espère, mais jusqu'où ça va aller parce que c'est quand même très serré. Là, il faut qu'ils le disent absolument avant le prochain match contre la Colombie. Idéalement, oui, c'est ça. Ouais. Ça en vient très rapidement, donc il n'y a pas beaucoup de temps. Fait que j'ai hâte d'avoir un peu la discussion. J'espère qu'ils s'ils enlèvent au moins, s'ils vont à moins 3 points, mais ça les fait respirer un petit peu plus, mais quand même, c'est pas évident. Ils doivent encore. Veut pas penser à ça. C'est un peu une distraction. Ou peut-être qu'ils ont juste dit, regarde, on va faire abstraction, on va se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler, puis on va attaquer de la même façon, de toute façon, contre la Colombie. Dis-moi, le coach qui est là actuellement, là, j'oublie son nom malheureusement, là, peut-être que tu te rappelles, tu peux le dire, là. Mais Andy, hein, c'est ça? Spence. Oui. Bon, il était dans l'équipe d'entraîneur. Il le garde là quand même. Je suis toujours demandé, était-tu là par défaut ou je ne sais pas? C'est une très bonne question. Moi, je ne le connais pas. Il n'était pas dans l'entourage de l'équipe quand j'y étais dans les ouais. Ça fait 1 an qu'il est là, je crois seulement. Là. C'est un Britannique lui aussi. Donc, jusqu'à quel point il était au courant, j'en ai aucune idée, mais j'ai l'impression que après les Olympiques, j'ai l'impression qu'il va y avoir un bon petit coup de balai pour s'assurer que ça ne se reproduise plus puis qu'on puisse... De toute façon, la confiance a été ébranlée avec le coaching staff. Là. Puis, par contre, j'ai l'impression que le staff qui reste aux Olympiques prennent bien soin des joueuses là, parce que j'ai l'impression que les joueuses se sont aussi quand même ralliés au personnel qui reste là. Fait que ça, c'est quand même aussi important. Laurent, une autre question de ton côté? Ouais, j'ai juste l'impression que c'est juste le début de cette histoire-là. Là. On va en entendre parler longtemps après la fin des Jeux, puis il va y avoir des enquêtes publiques là-dessus. Puis j'ai l'impression qu'on va en apprendre au compte-gouttes pendant quasiment des mois et des années. Oui, effectivement. La dernière fois qu'une équipe s'est qualifiée à la ronde suivante avec 3 points, tu étais là en 2012, la Nouvelle-Zélande qui avait réussi d'ailleurs. C'est drôle, c'est la Nouvelle-Zélande, encore une fois. Je ne sais pas si ça se peut. Je n'ai pas regardé les autres classements avec ce qui se passe avec la Colombie, la France et la Nouvelle-Zélande, mais 3 points, ce ne sera pas suffisant selon toi. Leur avantage, c'est en fait, Marc, c'est que s'ils ont 3 points, ils vont avoir un différentiel but pour but contre très positif, contrairement aux autres équipes de 3 points qui vont avoir probablement une victoire, 2 défaites ou 3 nuls. Fait que soit un différentiel neutre avec 3 nuls ou bien négatif avec une victoire, 2 défaites. Là. Le Canada, il y aurait probablement, là, ils ont plus 2. S'ils gagnent 2-0 la prochaine partie, ils vont avoir 3 points, mais ils vont avoir plus 4. Fait qu'ils vont être meilleurs que toutes les autres équipes de 3 points si ça va à un meilleur 3e, par exemple. Et... c'est ça. Oui, vas-y. Dans le fond, si le Canada gagne contre la Colombie puis la France contre la Nouvelle-Zélande, normalement, la France va passer première et le Canada, justement, avec le différentiel, pourrait terminer 2e. Donc, c'est encore tout à fait possible, là, même de terminer 2e. Mais est-ce que le fait qu'il y ait 3 points au lieu de 9, par exemple, fait en sorte qu'ils vont affronter une équipe plus difficile dans la ronde suivante?
Oui, ben c'est sûr que la meilleure situation, surtout avec, exemple, 3 victoires, d'avoir 9 points, ben c'est justement de t'éloigner des autres très bonnes équipes parce qu'en finissant deuxième, normalement, tu vas affronter une première position possiblement. Puis si on regarde les premières positions dans les autres groupes, c'est assez relevé. Là, si je pense juste à l'Espagne et aux États-Unis, 2 très bonnes équipes qui ont un tournoi quasi sans faute. Là. C'est bon, ça. Je ne peux pas te laisser aller, Marie-Ève, sans qu'on parle des Québécoises qui sont présentes, Gabrielle Carl et également Evelyne Vien, que tu connais, j'en suis convaincu. Puis elles ont un rôle important dans le tournoi jusqu'à maintenant. Ben oui, tout à fait. Là, si on commence avec Gabrielle Carl, je suis quand même très. J'avais été vraiment triste, honnêtement, quand elle n'avait pas été choisie au départ dans les 18. Je trouvais qu'elle méritait avec les performances qu'elle avait en club qu'avec l'équipe nationale. Puis là, de la voir finalement jouer les deux premières temps, je pense que c'est tout à son honneur. Puis ça montre un peu aussi là, la constance, puis vraiment avec quelle attitude et mentalité est arrivée au jeu. Donc, super contente pour elle. Puis ensuite, ben, Evelyne Vien aussi. Je pense que moi, c'est peut-être que c'est un petit peu de biais, là, mais c'est sûr que je lui donnerais plus de minutes avec. C'est une marqueuse née. Elle a un rôle, à chaque fois qu'elle embarque, elle fait une différence, mais j'aimerais quand même qu'elle ait encore un petit peu plus de minutes pour aller justement marquer peut-être un petit peu plus tôt dans le match et pouvoir un peu enlever un peu de stress qu'on vit. Puis il y a également aussi Lisiane Proulx qui est là en tant que troisième gardienne, donc il n'y a pas eu encore de temps de jeu, mais on est très fiers aussi qu'elle soit là elle aussi. Oui, absolument. Puis pour revenir à Evelyne, bon, le but gagnant contre la Nouvelle-Zélande, une chance de compter encore une fois le but gagnant contre la France, ça en est fallu de peu, mais elle était sur le terrain pour ce fameux but gagnant. Alors, non, c'est sûr qu'elle joue très bien. Puis, c'est un bel exploit parce qu'il y a 4 ans, malheureusement, elles avaient le fameux dossard jaune lors de la grande finale. J'étais présent à Tokyo et c'est sûr qu'elles étaient contentes d'avoir gagné l'or, mais là, de participer au tournoi puis d'avoir un rôle important comme ça, c'est très bon. C'est bon pour le soccer au Québec également d'avoir de belles ambassadrices comme ça. Comme tu l'as été et comme tu l'es toujours. Merci. Marie-Ève, qui était membre de l'équipe médaillée de bronze aux Jeux 2012, tu as participé également aux Jeux 2016, Marie-Ève? Tu étais présente également. Oui, j'étais présente en 2016, mais en tant que substitut à ce moment-là. Puis toujours impliquée dans le sport en tant que directrice générale du CREM ou de l'INS Mauricie, si on veut, du côté donc de Trois-Rivières. Alors, bravo pour ton implication. Puis, écoute, bon tournoi. Puis on va se croiser les doigts. On veut que le Canada passe à la prochaine ronde, malgré ce qu'en pense tout le monde et malgré ce drone pas gentil. Le drone de la controverse. Pas vous deux. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci beaucoup d'avoir participé, c'est gentil. Bonne journée. Excellent. Bon, ben écoute, ça a été vraiment éclaircissant, Laurent, je pense. Oui, exact. Ben, c'est pour ça que j'ai posé la question sur est-ce que les joueuses étaient au courant. Puis c'est vrai ce qu'elle dit. Tu as confiance dans ton personnel entraîneur. Si quelqu'un t'amène une information, tu ne vas pas te demander hey, tu l'as eu où, tu l'as-tu eu légalement. Je veux dire, tu te fais montrer une image. En plus, c'est niaiseux, mais les joueurs ou les joueuses ne connaissent pas toutes les petites règles écrites, le rule book au complet de 300 pages de fédération, que tu as le droit de regarder telle image en entraînement, mais pas celle-là, pas celle-ci, pas celle-là. Notre travail, c'est pas ça. Notre travail, c'est de jouer au soccer, c'est de patiner vite, c'est de skier vite, c'est de jouer au handball comme il faut. On est des athlètes, c'est pas de connaître toutes les règles de toute la fédération. Puis ça, c'est le travail des entraîneurs, en fait. Fait que, je suis d'accord avec ce que Marie-Ève dit. C'est très probable que les athlètes n'avaient pas. Ben non, ils n'étaient pas au courant ou ne pensaient pas que c'était interdit un ou l'autre, dans le sens que c'est pas leur travail à eux. C'est à la fédération de faire sa job, au coach de mettre une culture fair. Je veux dire, je pense qu'on est un pays qui se vante de notre équité, de notre fair play dans le sport, l'antidoping, mais à un moment donné, il faut pas juste que ce soit des paroles en l'air, il faut le vivre aussi. Là. Ça fait pitié quand ça arrive, des affaires comme ça. Ah non, Soccer Canada a des comptes à rendre. Soccer Québec a eu aussi ses enjeux. Ce n'est pas la même chose, mais il y a eu également... En tout cas, c'est une fédération qui a grossi très vite, on le sait, là, depuis 20 ans, 25 ans. C'est devenu pratiquement l'une des plus grandes fédérations. Là, je n'ai pas les chiffres avec moi là, en termes de participation. Et on connaît des succès de plus en plus. Alors, ça se peut qu'il y ait des ratés en cours de route, mais il y en a dans d'autres fédérations aussi. Hockey Canada, puis eux, ça fait longtemps qu'ils existent. Bon, écoute, en tout cas, on va se croiser les doigts pour ce match-là contre la Colombie. C'est vraiment excitant. D'autres sujets, Laurent, ben écoute, on a fait le tour du soccer. Natation rapidement avec Summer McIntosh, c'est formidable. La fille
elle est exceptionnelle, on l'a dit. Exceptionnelle. Ah, écoute, j'ai jamais vu ça de ma vie, un résumé de performance olympique, donc le 4 fois 100 mètres, on la voit arriver dans le résumé. Je parle bien sûr pas de la course, mais du résumé. Elle touche le mur, puis on fait une coupure dans le montage pour montrer les deuxième et troisième. Trop d'avance, on n'avait pas 5 secondes à perdre aux nouvelles. C'est comme, madame, tu sais, toc, 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 c'est à peu près. Oh oui, vraiment. La natation, c'est serré. Non, c'est incroyable. C'est vraiment une athlète exceptionnelle. On est vraiment bon en natation chez les femmes là, depuis, ça fait une dizaine d'années. Là, c'est exceptionnel. À chaque Olympique, on a des gros noms qui gagnent plusieurs médailles, des championnes olympiques, vraiment des prodiges de leur sport. Ouais. Puis, elle semble meilleure que les autres d'avant. Autant Penny était bonne, autant Maggie McNeil était bonne. Summer, elle est encore plus exceptionnelle. C'est vraiment incroyable ce qui se passe en ce moment. Oui, une fédération qui s'est bien pris en main avec plusieurs beaux programmes, centre aquatique formidable à Toronto qui a justement permis un centre national d'entraînement. On a fait les essais à cet endroit-là. C'est de calibre international. C'était pour les Jeux Paname. Il est temps au Québec qu'on ait des installations de bonne qualité également. Je sais qu'à la Fédération québécoise, on aimerait tellement qu'une ville se manifeste et offre enfin une piscine digne des grands rendez-vous. C'est pas le cas à Montréal, c'est pas le cas à Québec, malheureusement, malgré la nouvelle piscine du PEPS. Il y a encore des ratés, il y a des contraintes. En tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué. Là. Entre autres, il n'y a pas assez de gradins, il n'y a pas assez d'espace sur les côtés pour accueillir de grands événements. C'est pas une excuse, mais c'est ça. Quand on donne à une ville ou à une province des installations de qualité, ben souvent, on le voit en patinage de vitesse avec la note. Exact. Exactement. Tu es bien placé pour en parler. Marie-Sophie Harvey, écoute, c'est extraordinaire. Elle aussi, 4e place à son épreuve c'était bien le 200 mètres libre. Je n'ai pas pris de note. Oui, exact. Elle qui avait terminé, qui avait passé comme dernière, le 8e sur 8 avec la demi-finale, le 8e temps en semi-finale, puis qui, je pense pas que les gens s'attendaient à beaucoup mieux que dans les dernières. Puis, c'était pas si loin que ça du podium, là, à moins d'une seconde. Puis avec un record québécois, c'était une performance incroyable. Là. Ouais. On s'y attendait pas. Là. Je pense que même, probablement, même elle s'y attendait pas à ce moment-là. Là. Non, c'est fou, absolument. Puis, c'est comme, je sais que Benoît Huot était un peu saisi lui également parce que il disait hier, ce sera la première Québécoise, il s'est trompé de prénom. Pour ça, il avait dit qu'il n'y a pas eu de Québécoise en finale dans l'histoire. C'est rien enlevé à Benoît, qui est super bien préparé, mais c'était une belle surprise que Marie-Sophie soit là. Qu'elle termine 4e, bien, c'est la meilleure performance, en tout cas récente, d'une athlète québécoise depuis Guylaine Cloutier de Lévis, qui a aussi appris surtout sa natation à Montmagny. Et Guylaine avait fait 4e en brasse à Barcelone en 92. Ça fait 32 ans, Laurent. 32 ans. Oui, non, c'est quelque chose. Là. Natation, c'est un des gros sports des Jeux olympiques. Là. Une 4e place, c'est incroyable comme performance. Là. Je pense que c'est crève-cœur quand on se dit qu'il y en a 3 médailles. On pourrait en donner 4, on pourrait en donner 5, mais 4e au monde, c'est ça qu'il faut retenir. Il y a la planète au complet, la crème de la crème sur la ligne de départ, puis t'es 4e, c'est toute une performance. Et son histoire est formidable. J'ai hâte de pouvoir lui parler. On lui parlera ensemble peut-être Absolument, oui, on va l'inviter, c'est sûr. D'ailleurs, tiens, je vais l'annoncer parce qu'on a eu la confirmation. Catherine Savard sera avec nous début août. Je pense que c'est le 5 août. Alors, ça, c'est confirmé. On aura donc un entretien avec Catherine Savard qui regarde les Jeux, malheureusement, au Canada. Elle n'est pas sur place, mais certainement qu'elle regarde ça avec beaucoup. Et c'est son amie, Marie-Sophie. Alors, c'est certain qu'elle est très, très contente pour elle. Alors, on aura l'occasion. Il y a tellement d'autres performances. Je ne veux pas diriger l'agenda, mais en voici un autre. Rugby, victoire de 19-14 sur la France. Coudon, les Canadiens, on est bons dans les stades de France. On l'a fait en soccer. On ne l'a pas fait en basketball aujourd'hui parce que ça a été pénible. Perdre par 22 points, ça n'a pas été facile. Non, le rugby à 7, là, c'est rapide comme sport. Hein? C'est complètement différent du rugby à 15. Je veux dire, c'est comme tellement plus rapide, plus explosif, plus de mouvement. Les games sont vraiment pas longues non plus. Le tournoi des hommes était fini à la première journée des Jeux. Mais c'est spectaculaire à regarder. Tu n'as pas besoin de connaître ça pour aimer ça. Là.
Exactement. Puis c'est une version, on l'a dit, très rapide, 7 contre 7. C'est un autre sport. Puis c'est étonnant qu'au Canada, puis on a beaucoup de succès, mais peut-être que quelqu'un me l'expliquera mieux, là, mais me donnera une réponse. Mais on n'a pas de programme universitaire de rugby à 7. On joue au rugby à 15. Le Rouge et Or, qui est championne canadienne chez les femmes, l'a été à quelques occasions, à tout le moins. Joue à 15. Il n'y a pas de rugby à 7. On dira, on peut passer du 15 au 7 facilement. C'est comme ça qu'on fonctionne. On a une équipe nationale. Mais non, c'est un beau sport. C'est un sport physique. Puis les Canadiens sont vraiment durs. Alors, bravo. Pas de Québécoises cette fois. Il y en a eu souvent de très, très bonnes. Karen Paquin, un bel exemple également. Je pense à Émilie Allary également de Trois-Rivières. Émilie, en tout cas, Allary. Élie Allary, voilà, qui a fait partie de l'équipe au dernier jeu à Tokyo. Mais bon, bonne chance, Canada. Demi-finale demain. Ça va aller vite. Demi-finale, finale, demain, c'est réglé. Alors, ça se passe tellement vite. Là. C'est une journée pour la gloire. Demain, on va regarder ça, c'est sûr. Effectivement. Judo, médaille d'or. J'ai marqué 100 points pour Krista Deguchi. Ça c'est... J'ai jamais vu ça, quelqu'un gagner une médaille d'or, puis pas avoir de réaction comme ça, puis presque être gêné d'aller voir son adversaire, puis d'aller voir Antoine Valois-Fortier, l'entraîneur. C'est comme soit qu'elle était impassible ou c'est assez particulier. Alors, elle gagne grâce à des pénalités de son adversaire, autant en demi-finale qu'en finale. Exact. Donc, elle ne fait pas de points, mais l'autre n'en fait pas non plus. Ben, c'est ça, elle ne fait pas de points, mais elle n'en donne pas à l'autre non plus. Fait que c'est autant défensif qu'offensif. Hein. Si tu ne te fais jamais faire de points, tu ne peux pas perdre non plus. Hein. Il y a ça aussi. C'est pareil comme au soccer. Là. Si tu n'accordes pas de but, ben, tu ne perdras pas. Puis, j'imagine créer des erreurs, beaucoup de pénalités, c'est parce qu'ils sont pas assez offensifs quand c'est leur tour ou quand ils font des manœuvres qu'ils n'ont pas le droit. Fait que j'imagine que tu peux avoir un style qui est tellement efficace que l'autre n'a comme pas le choix de faire des erreurs. Puis c'est ça qui est arrivé, mais je suis d'accord avec toi, aucune réaction. Sans son, ça aurait, mettons que tu mets ta TV à mute, ça aurait été difficile de savoir qui a gagné. Les deux étaient impassibles quand la Coréenne a fait sa dernière faute. Oui, impassible et exténué, là, ça c'est clair. Oui, il y a ça aussi. Le combat d'avant avait été le combat c'était contre la Brésil, non, la Française, justement. C'était contre la Française, encore une fois, et qui avait été chaudement disputé. Ça avait été long, effectivement. Puis, finalement, elle gagne parce que son adversaire a mis sa main à l'intérieur de sa manche, ce qui est interdit, je ne savais pas. Puis, dans l'autre cas, dans la finale, c'était un geste, encore une fois, que je ne connaissais pas non plus. Une chance que nos analystes en judo sont extraordinaires. Écoute, Patrick Esparbès, chapeau. Moi, il me rend ça intéressant parce que j'ai vraiment de la difficulté à comprendre. Je ne sais pas toi, là, Laurent. Mais... Non, moi non plus. C'est ça qu'on l'écoutait. J'ai fini l'entraînement, on est allé directement en haut, puis on a regardé la fin. Là, c'était comme juste avant la prolongation. Puis des fois, il y en avait une des deux qui se faisait revirer, tombait par terre. Nous, on était là, hey, c'est sûrement un point. Non. Non, pas de point. Ah, bon, mais j'imagine qu'on ne comprenait pas pantoute. C'est plus compliqué ou plus subtil que le patin de vitesse qui est une histoire de temps. Tu sais, la natation, tu n'as pas besoin de connaître ça. Je sais que clairement, c'est juste plus vite qui gagne, mais là, il y avait des subtilités qui nous échappaient visiblement. Mais oui, en effet, c'était expliqué parce que c'est ça, sans son, comme je disais, on n'aurait pas pu savoir qui avait gagné. Effectivement. Alors, une première médaille d'or pour le Canada en judo dans l'histoire, après une première médaille en escrime. Première médaille comme coach également d'or pour Antoine Valois-Fortier. Alors, bien content, un gars de Québec, un gars de Beauport, en fait, qui est maintenant entraîneur national après avoir connu une très belle carrière de judoka, médaillé olympique également dans son cas. Et moi, je donne ma médaille d'or à Patrick Esparbès et Philippe Crépeau. Un duo parfait. Tant qu'à moi, c'est comme ça qu'on doit décrire une épreuve de sport en équipe. Chacun prend son rôle. Philippe donne les détails de description. Patrick donne les détails du combat, nous fait comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et on se pile rarement sur les pieds. Alors, je ne sais pas si tu as un commentaire à faire sur nos descripteurs. Oui. J'avais dit qu'on en parlerait. Oui, ben non, c'est ça, exact. Mais moi, ce que je trouve difficile pour eux, c'est d'être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas ça, mais pour ceux qui connaissent ça également. Tu sais, souvent, mettons, on regarde une Coupe du Monde, un championnat du monde, tu sais que les gens qui écoutent, c'est des fans de ce sport-là. C'est un petit peu le même défi au Super Bowl pour les commentateurs. Tu sais, la cote d'écoute passe de 40 millions à 110 millions, mais les 70 qui n'ont pas écouté la demi-finale qui écoutent le Super Bowl, ce pas des vrais fans de football. Là. Fait qu'il faut que ce soit intéressant pour eux, mais tu ne veux pas non plus être tellement simple
dans tes analyses que tu perds tous tes vrais fans qui, eux autres, regardent toutes les parties toute l'année. Fait que c'est intéressant comme nous qui ne sommes pas du tout des experts de judo, de nous aider à faire comprendre les règles, mais en étant divertissant, intéressant. Ouais, exact. Fait que c'est tout un défi quand même parce que tu as beaucoup de gens qui regardent les Olympiques qui ne sont pas des experts de ce sport-là. C'est normal, c'est ça qui est beau des Olympiques aussi. Mais ouais, en effet, ça nous a aidé beaucoup à comprendre là, tantôt au judo. Là, c'était, comme tu dis, il y avait une belle synergie entre les deux, comme descripteurs puis analystes. Oui. J'aime bien René Potier et Benoît Huot, on en a parlé. Benoît qui arrive souvent avec des statistiques. On voit qu'il travaille fort. Oui, puis passionné, là, je veux dire, il en perd quasiment sa voix. Je ne sais pas comment il fait pour toffer les jeux. À la fin des courses, il est 1 octave et demi plus haut qu'au début. Je ne comprends pas comment le lendemain, il se lève et il a encore de la voix parce qu'il est vraiment craqué, là, passionné de son sport. Là. C'est beau à voir, en fait. Il est comme ça, il te parle de n'importe quoi. Je pense qu'il raconte son épicerie comme ça, là. Tu le rencontres, là, c'est à peu près ça. Il est peut-être très passionné de son épicerie aussi, tu sais jamais. On ne sait jamais, c'est vrai. Un coup de chapeau à Claudine Douville, qui est excellente en rugby, comme d'habitude. C'est une pro, une vétérane. Et Karen Paquin, qu'on connaît bien également de la région de Québec, qui est analyste pour la première fois. C'est ses premiers jeux où elle n'est pas sur le terrain, si je ne me trompe pas. Peut-être Tokyo, je me rappelle, non, peu importe. Mais je l'avais jamais entendu avant, puis je trouve qu'elle fait un beau travail également. Alors, bravo, Karen. Soccer, moi j'ai un petit commentaire. Soccer, j'aime bien Olivier Tremblay à la description. Valmy Ouellette connaît son soccer, elle a un excellent français. Par contre, je trouve qu'elle est très... on dirait en fait un entraîneur qui parle à ses adjoints. J'imagine comme ça. Hey, elle aurait dû faire ça. Voyons pourquoi elle a fait ça. C'est un peu presque comme ça qu'elle réagit lorsqu'il y a des coups. Puis, je ne sais pas ce que tu en penses. Les commentaires parfois des analystes ou des descripteurs, vous les entendez par après, mais vous en entendez parler, j'en suis convaincu. Bien, absolument, parce que c'est souvent, oui, l'analyste, oui, on n'est pas parfait les athlètes, là, je veux dire, je vais être le premier à le dire, on fait des erreurs. Dans chaque course, nous, en patin, la course parfaite n'existe pratiquement pas. Ouais. Donc, en soccer, c'est une partie, moi, ça dure 34 secondes à 500 mètres. Le soccer, c'est 90 minutes. Tu as le temps d'en faire des erreurs en 90 minutes. Là. Chaque joueur rate une passe quelque part, botte au-dessus du but. Fait une erreur complètement, une bourde totale, ça arrive. Mais justement, c'est normal, ça arrive parce que c'est un sport difficile, il faut que tu contrôles un ballon qui est en mouvement, il faut que tu le bottes en fond. Je veux dire, tu peux avoir un faux bond sur le gazon avant que tu bottes, ça fait rater ton botté, c'est vraiment de ta faute. Fait que, moi, je pense que des fois, les analystes ont tendance à être trop critiques dans le sens que ben oui, il a fait une erreur, mais ça arrive des erreurs, tu ne peux pas t'attendre à la perfection, puis d'être trop critique, ça fait juste que les athlètes ont pas l'air bon. Tu regardes une partie qu'un analyste est trop critique, puis il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Tu fais, c'est bon, ben pourri les joueurs sur le terrain. Je veux dire, je vais changer de poste, ils ne sont pas bons. Ben, mais c'est les meilleurs au monde. C'est les meilleurs au monde. C'est ça. Et tu me parlais justement d'un cas, un patineur de vitesse qui était avec toi, qui avait fait une performance pour lui, un PB. Et exact. Donc, je peux le dire, c'est mon ami Jordan Belchos qui à Pyeongchang a fini 5e aux 10 000 mètres. C'est son meilleur résultat aux Olympiques, en championnat du monde. Il avait fini, à part le départ groupé, là, mais aux 10 000 mètres, c'est son meilleur résultat en carrière, là, vraiment. Là, sa meilleure course en carrière, c'était inespéré. Il était à quelques secondes des médailles, puis il dit, il a regardé sa course après. Moi je l'ai vu en live, sa course, je n'étais pas à la télé. Il regarde sa course après sur CBC, puis Christina Groves, qui était analyste, elle disait, il a l'air de casser, ça a l'air souffrant, il est un peu court avec sa jambe gauche dans le virage, il pousse pas assez. Là, Jordan disait j'avais l'impression que j'écoutais la course, j'avais l'impression que c'était une course vraiment pourrie, mais il dit c'est ma meilleure course à vie. C'était bien trop négatif comme analyse. Je veux dire, c'est sûr qu'il a l'air moins bon que le médaillé d'or. Il n'allait pas gagner, mais pour lui, c'était sa meilleure course. C'est comme bien trop négatif. Si les gens qui regardent ça, ils sortent de là, ils se disent hey, belle chose, tu t'es pourri aujourd'hui. Mais non, c'était sa meilleure course à vie. Donc, des fois, c'est de. Oui, on peut critiquer on peut critiquer les erreurs, mais il ne faut pas que les gens qui regardent ça sortent de là avec l'impression que les joueurs n'étaient pas bons. C'est les meilleurs au monde dans leur plus grosse compétition de l'année. Ils sont à leur pic physique et mental. Ouais. Ils sont bons. Ils peuvent faire des erreurs, mais ils sont bons. Là. Ben, s'il a fait son meilleur chrono à vie, donc il a été meilleur que ce qu'il avait fait précédemment. Exact. Donc, c'est parfait. En tout cas, c'est ce que je crois. Moi, si tu es analyste de cette course-là et tu sais qu'il fait un meilleur temps à vie,
tu peux pas être crédible. Tu peux dire, écoute, au contraire, il est en train de connaître la meilleure performance de sa vie. Ben oui, ça exact. arrivait souvent en ski alpin. Je me rappelle, il y avait un analyste dans le temps qui critiquait le skieur, puis mettons, ah non, ici, c'est trop large, oh non, attention, elle est trop droite, elle n'est pas assez aérodynamique, tout ça. Ah, elle a présentement le premier rang provisoire. Ça me surprend pas. C'est facile parce que tu sais, t'es analyste, t'as envie de montrer que tu connais ça, tu sais. Puis comment tu fais pour montrer que tu connais ça, tu sais, si tu fais juste dire hey, wow, il est bon, t'as pas l'air de connaître ça, tu sais. Ben, c'est que de soulever des erreurs, c'est correct, mais soulever les bons coups, c'est encore mieux, moi, je trouve, tu sais. Pourquoi, mettons, pourquoi il est en train de faire une bonne course ou pourquoi Summer elle nage plus vite que les autres? Est-ce que techniquement elle fait quelque chose de mieux? S'il y a un analyste qui peut sortir des trucs comme ça, ben là, tu as connaître ça, puis en plus, tu es positif, je trouve que ça serait le meilleur des deux mondes. Je pense qu'il faut décrire ce que l'on voit, puis c'est l'exemple qui me vient. On ne dira pas de Connor McDavid. Oh, il aurait dû lancer, oh non, mais il a choisi la passe. Ça finirait plus, là, à un moment donné, c'est comme ça va trop vite, là. Mais non, c'est ça, exact. Tu vois, le lancer, botté droit, arrêt du gardien de but, puis tu sais, tu peux. Moi, on ne donnera pas des cours là-dessus, mais c'est un petit commentaire. Je trouvais ça un peu. Ça revenait souvent, puis on est content de nos Canadiennes, ça va tellement bien. Oui, on veut avoir des animateurs, des analystes francs et honnêtes, mais en tout cas, c'est un petit détail que nous, on peut se permettre de faire. Hey, j'aimerais terminer sur les pubs parce que, écoute, on écoute les jeux, on en a plein. Il y en a des pas pires. Il y en a des très, 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 très bonnes. Alors, je ne sais pas, ton coup de cœur des pubs jusqu'à maintenant? Ben moi, en fait, c'est plus celle qui me frappe à chaque fois. C'est pas positif, c'est celle avec Pierce Lepage, RBC Training Grounds. Ça me fait mal au cœur de voir le champion du monde en titre du décathlon qui est même pas présent à cause d'une hernie discale qui n'est pas guérie. Canadiens, les Canadiens qui ont fini 1-2 l'an passé, Lepage et Warner, qui est champion olympique en titre. Donc, vraiment, jamais vu pour le Canada au décathlon 1-2 au championnat du monde. Puis, il n'est pas là, malheureusement. Puis, je veux dire, je ne sais pas s'il regarde les jeux, mais ça doit être un coup de poignard dans le cœur à chaque fois qu'il se voit la face à la télé, là, parce qu'il devrait être là. Il devrait être là favori pour la médaille, puis il est à la maison avec un dos en hernie discale, ça doit être extrêmement difficile. Là. J'ai de la peine pour lui à chaque fois que je vois son annonce. C'est vrai. Il y en a de très bonnes. Je pense à Patrice Dagenet. C'est ça, Dagenet? Oui, le basket en fauteuil roulant. Oui. C'est en rugby, en fait. Pardon, fauteuil roulant. C'est le rugby en fauteuil. C'est un gars de Québec, d'ailleurs, ce gars-là. Et puis, un des leaders de l'équipe, c'est très court, mais j'aime bien. Air Canada également, c'est un bijou de cinéma. Là. C'est beau ce qu'ils ont fait. Là. Un athlète qu'on imagine d'un autre pays qui vient s'entraîner pour le Canada, puis on invite ses parents à la compétition. Camara et Gauthier qui analysent pour le code d'éduc-alcool, je pense. Oui. Ça fait penser aux annonces. Il y en avait, j'ai déjà vu les mêmes concepts, là, des analystes qui analysent des affaires, qui arrivent dans un salon où c'était pas le bon savon, des trucs comme ça. Oui, c'est ça, exact. Mais ça fait toujours rire. C'est ça, effectivement. Bref, il y en a d'autres. Ce que je trouve malheureux, c'est que ces annonces-là où on met des athlètes en valeur, c'est une fois par 4 ans. T'en as l'exemple également. Je pense que tu vendais du beurre d'arachide au dernier jeu. Oui, exact. J'étais le visage du beurre d'arachide Kraft au dernier jeu. Qui est excellent. Mais oui, c'est un classique. Hein, c'est un classique que tout le monde a dans son garde-manger. Mais oui, c'est vraiment... En effet, c'est dommage parce que, je veux dire, c'est des athlètes... S'ils sont connus pendant les Olympiques, qu'est-ce qui fait qu'ils ne seraient pas connus dans 2 mois? Là? Je veux dire, pourquoi ils ne seraient pas inspirants tout le temps et non pas juste pendant 2 semaines? Ben exact. Ça, André Degrasse, ses premières médailles olympiques, c'était en 2016. Là, ça fait 8 ans. Il est encore là. Tu vas me faire croire qu'il n'est pas connu en 2018 puis en 2022. Il gagne des médailles en 2016, en 2021. Il va peut-être en gagner là. Il est connu tout le temps. Là. Tout le monde sait c'est qui. Pourquoi juste pendant les Jeux? C'est malheureux, en effet. Dans un autre balado que j'ai avec Glenn Demers, Jouer comme une fille, on avait, une attachée de presse très connue, Marie-Annick Lallier, qui disait que le star system québécois, malheureusement, est axé sur des vedettes, des belles vedettes, des chanteuses, des comédiennes, des Marie-Lou, des nommez-les, là, des Mélissa Desormeaux. Et malheureusement, c'est comme ça. Les athlètes, malheureusement, en tout cas chez les femmes, c'est souvent ça aussi. Au Québec, on préfère les artistes et les comédiennes aux athlètes. Et bon, espérons que ça change éventuellement. On a déjà eu Annie Pelletier et autres, mais bon, peut-être que ces jeux montreront un nouveau visage pour, entre autres, les sponsors, les commanditaires qui sont très importants pour vous également.
En effet. Si on ne voit pas Summer McIntosh dans une annonce dans 2 ans, parce qu'on est en mi-chemin d'un cycle olympique, là, il y a des compagnies qui passent à côté de quelqu'un d'extrêmement profitable pour eux. Là, je veux dire, on s'entend. Là, il y a des athlètes olympiques qui sont assez big pour être là à toutes les années pendant 4 ans. Là. C'est bon. Écoute, Laurent, on a fait le tour. C'est une première expérience. Est-ce que tu as apprécié? Vraiment, oui, j'ai adoré. Puis j'ai hâte de refaire ça tout le long des jeux. Je veux dire, on a du... On a du matériel pour se voir souvent. Là. Je veux dire, à tous les jours, le nombre d'épreuves, de médailles, de distance, d'histoires positives, de scandales, d'échecs et de victoires. On a du matériel pour se voir souvent. On fait ça à tout le moins aux 2 jours, ça j'en suis convaincu. Probablement à 19h, comme on s'était dit pour les prochaines éditions. Alors, on se donne rendez-vous mercredi si rien ne change. De toute façon, vous suivrez vos réseaux sociaux, ça sera indiqué. Puis de toute façon, tu parles d'événements, mais demain, Canada basket, Canada-Australie, ça va être intéressant chez les hommes. Kylie Masse au 100 mètres d'eau. Rugby, demi-finale et finale, on en a parlé. Et le triathlon, Charles Paquette, un gars qui s'entraîne à Québec, qui vient de Port-Cartier. C'est son épreuve individuelle. Alors, ça, c'est sûr que c'est intéressant. Puis Charles connaît beaucoup de succès. Top 5, je pense, au dernier championnat du monde. Alors, il est dans la game, là, vraiment. Là, dans la game. On ne sait jamais. Rendu sur la ligne de départ, quand tu es dans les 5, 10, 12 premiers, là, on ne sait jamais. Hein? T'as raison. Bien, écoute, merci beaucoup. C'est le moment de dire au revoir à notre public. Et puis, on l'espère encore plus nombreux la prochaine fois. On met le balado dans les prochaines minutes sur le monde audio. Et puis, voilà, on se quitte là-dessus. Puis, on espère que vous avez apprécié. Puis, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, des suggestions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre directement. Salut, Laurent. Bonne soirée. Salut, Marc. Bye. Les 2 côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand.